Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audience First. Nous explorons aujourd'hui les défis et les réussites d'Hélène Classine, manager de l'e-réputation et du social listening pour le groupe SEB. Forte d'une expérience riche qui couvre les agences, les annonceurs et désormais un groupe international, Hélène gère des problématiques complexes liées à l'intelligence sociale, à la veille et à la réputation des marques. Au sein du groupe SEB, elle pilote des initiatives innovantes qui croisent études, données consommateurs et stratégie marketing pour mieux comprendre les besoins des clients et répondre à leurs attentes. Hélène nous partage comment les insights issus des réseaux sociaux et des tendances consommateurs permettent non seulement d'améliorer les produits, mais aussi d'anticiper les évolutions du marché dans un monde en constante mutation. Nous allons plonger dans son parcours, découvrir les évolutions de son métier et les approches stratégiques qu'elle déploie pour faire du groupe SEB un leader en social intelligence. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout pensez à vous abonner si cet épisode vous a plu. Écoute, franchement, merci beaucoup de prendre un peu de temps. Et avant, on voulait peut-être juste commencer par te poser la question, c'est quoi ta définition de la social intelligence et du social listening ? Vaste question, ouais. C'est parce qu'effectivement, on met beaucoup de... Je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de termes pour définir. On a parlé de veille, on a parlé de social listening, maintenant on se parle de social intelligence, on a parlé de web monitoring. Il y a tellement de mots pour décrire ce métier que c'est difficile de le réduire à une simple définition, mais ce que j'utilise de plus en plus et ce qui fonctionne le mieux dans la compréhension, en tout cas des gens avec qui je travaille aujourd'hui, c'est pour moi de dire que c'est un des plus gros panels ou le plus gros panel au monde. Parce que ça te donne accès à des conversations du big data, quoi, quasiment, en fait, quasi illimité. Donc, je dirais que c'est ça, et ça fait écho... dans la compréhension, parce que je travaille dans une équipe marketing, au panel justement qu'on connaît bien, qui sont quand même assez différents et très complémentaires, quoi. Tu t'es déjà heurté à la question, oui, mais moi, en fait, ma cible ou ma target, elle n'est pas dans votre panel parce qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux ? On t'a déjà dit ça ? Alors, aujourd'hui, la cible qui n'est pas sur les réseaux sociaux, elle est très rare, je pense. Enfin, elle existe encore, hein. Il y a quand même une partie de la population qui est peu ou pas sur les réseaux sociaux, mais finalement, même nos grands-parents, petit à petit, commencent à être sur les réseaux sociaux. Donc, pas tellement que la cible n'est pas sur les réseaux, mais plutôt la question de la représentativité, de cette compréhension du social listening ou de la social intelligence, où on va regarder des conversations spontanées et où du coup on n'a pas forcément une cible bien définie au départ, où on va plutôt essayer d'approcher le sujet sans biais, justement, et peut-être sans cible précise. Et c'est plutôt ce sujet-là, ou cette question-là, qui peut revenir dans les échanges que j'ai. Plus que par rapport à justement des études marketing plus traditionnelles, où là, on se dit, bah oui, on a une cible, on sait qu'on va adresser, on va chercher à adresser dans un questionnaire une cible en particulier qui va être représentative du pays, ou peu importe les critères qu'on définit au départ, quoi. Parce que nous, on est hyper contents de t'avoir dans le podcast, aujourd'hui, parce que t'as fait... déjà, t'es là depuis quelques temps, puis t'as fait un peu toutes les facettes, annonceur, agence, etc. C'est quoi les grosses évolutions que t'as vues, ou même récemment ? Est-ce que tu sens des hypes, est-ce que t'es passé par des hypes qui aujourd'hui sont plus du tout d'actu ? Comment est-ce que tu vois les choses là-dessus ? C'est un métier qui a énormément bougé et qui se transforme, beaucoup en ce moment. Je dirais que historiquement, pour moi, un des plus gros changements, ça a été, il y a eu une époque, je pense que je fais ce métier depuis 2014, 2015 à peu près, et il y avait vraiment, dans les premières années, des outils qui sont d'ailleurs toujours là pour certains aujourd'hui, pas tous, mais qui n'avaient pas du tout la tête qu'ils ont aujourd'hui. Donc il y a eu un moment, un gros gap, je trouve, en termes de disponibilité, de data vis, de choses qu'on pouvait faire directement dans l'outil. Il y a eu une tendance vraiment de la part des plateformes à faciliter en fait l'utilisation et l'intégration de tous ces éléments, de tous les graphes, etc. Qu'avant on faisait beaucoup en export Excel à la main, etc. Et puis ça a été pour moi un des premiers gros moves. Le deuxième changement, ça a été, il y a eu toute une phase là assez récemment de structuration du marché, où il y a beaucoup justement d'outils qui ont été rachetés ou de fusion. Je pense à Brandwatch, Cision, Meltwater et Radary, et récemment Tokoker. Voilà, du coup, on voit qu'il y a une vraie structuration du marché et de construire des
des acteurs qui sont beaucoup plus mastodontes et qui du coup proposent aussi plus de choses. Et puis après, il y a l'IA évidemment. Enfin, ça c'est quelque part, c'est ce qu'on disait aussi, c'est l'IA est dans les outils depuis le début avec le machine learning, mais il y a quand même ces dernières années une intégration et une accélération sur ces sujets-là qui est assez dingue. Ouais, non, c'est clair. Cette partie publishing, pour toi, elle est structurelle dans ce secteur finalement, autour du social listening. L'un va pas sans l'autre. La partie IA, tu veux dire, dans le publishing, IA, et puis surtout pour faire référence aux différentes entités qui sont associées. Souvent, c'est, tu vois, je prends Hootsuite et Talkwalker par exemple, qui mélangent en fait social listening et publishing, Brandwatch et Cision, pardon. Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que les rapprochements d'outils sont différents. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des modèles qui se cherchent encore, parce que la structuration, elle n'est pas définie. Justement, Hootsuite et Talkwalker, effectivement, il y a vraiment le côté social media, la perf, le publishing qui vient se rapprocher du social listening. Meltwater et Radarly, là, c'est deux acteurs plutôt social listening et veille plus tradie. Et Cision, c'était aussi c'était ce côté veille presse écrite, en plus de tout le reste de ce qu'ils font. Donc en fait, c'est des rapprochements d'acteurs qui sont assez différents, je trouve. Du coup, t'as pas les mêmes effets en sortie. Je pense qu'on n'a pas encore vu vraiment sur le marché les effets que ça peut avoir à long terme sur justement le fait de... On choisissait en fait un outil... Moi, aussi bien agence qu'annonceur, hein, tu choisis un outil en fonction de ton besoin, en fonction du projet, et du coup plutôt en fonction du business model de l'outil et du fonctionnement de l'outil. Et puis c'est encore un peu le cas, je trouve, aujourd'hui, où du coup tu vas privilégier, si ton scope, mon point d'entrée c'est la social intelligence, tu vas plutôt regarder ce volet-là. Et le deuxième, ça vient, on va dire, on top. La fusion, le rapprochement, c'est du plus. Mais je pense qu'on n'a pas encore vu complètement justement ces dynamiques qui, à mon avis, vont se mettre en place dans les années ou dans les mois à venir, de comment est-ce qu'on va un cran plus loin et comment ils vendent conjointement aussi des propositions ou des accompagnements en fait, qui intègrent l'ensemble de la chaîne de ce qu'ils proposent en termes d'action. Parce que toi, aujourd'hui, c'est pas forcément une de tes problématiques. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur justement tes enjeux actuels et ce que tu recherches en fait dans l'innovation qui est faite aujourd'hui dans ce marché-là? Oui, carrément. Alors moi, je travaille maintenant chez le groupe SEB. Donc, juste pour rappeler, si jamais il fallait... Si on s'est loupé à l'intro. Non, mais le groupe SEB, c'est un ensemble. C'est toutes les marques Moulinex, Stéphal, Krups, pour Roventa, pour citer que les marques internationales. Et après, c'est une trentaine de marques locales, donc à niveau pays, qui ne sont pas toutes connues en France. Donc les problématiques qu'on a, elles sont hyper larges, même en parlant que de la social intelligence, qui est mon scope aujourd'hui. Mais du coup, c'est le point de départ, c'est vraiment de comprendre le consommateur et de faire en sorte qu'on propose des produits qu'on aide les équipes à proposer des produits qui soient le plus possible adaptés aux besoins, de comprendre s'il y a des pain points par rapport à certains produits ou certaines expériences clients et de les résoudre. C'est vraiment ça les enjeux clés. Et c'est des enjeux qui sont mes enjeux en social intelligence, mais pas que, en fait. Toutes les personnes, les gens avec qui je travaille dans l'équipe, les équipes CMI, évidemment, les équipes qui font des études, toute la partie strat média, etc., tout consumer engagement, toutes ces équipes-là sont dans des dynamiques identiques, quoi. Passer, en fait, de l'application du social listening au monde de l'alerte, de la com, du marketing, etc., à aujourd'hui des études purement, pas que ça, mais une grosse dynamique là-dessus. Avec un peu de recul maintenant, c'est quoi le gros changement, qu'est-ce qui change concrètement pour l'analyste ou pour le responsable social intelligence lorsqu'on passe de l'un à l'autre? Je pense qu'il y a surtout une structuration et une meilleure connaissance, en tout cas une meilleure vision du champ des possibles qu'on peut faire avec cette donnée-là, qui est hyper riche. Et au départ, c'est vrai que historiquement, le social listening, et même on parlait que de veille, c'était vraiment... Le point de départ, c'est la réputation, c'est l'alerting, la crise. Comment je gère ma réputation de marque. Et moi, en plus, je viens vraiment de là. Mon métier de base, c'est vraiment la communication.
Mais petit à petit, en se structurant, en gagnant en maturité, un peu tout le monde, enfin nous tous les acteurs, parce qu'on a à peu près tous appris ce métier sur le tas, qu'il n'y a pas de formation et qu'il n'y en a toujours pas et qu'il n'y en aura probablement jamais. Mais c'est pas très grave parce que justement, je trouve que c'est un métier qui s'apprend aussi sur le tas en fonction des problématiques que tu as en face. Avec cette montée en maturité, on a commencé justement à développer, et les outils en fait en même temps que les analystes, on a commencé à développer des applications, à se rendre compte qu'on pouvait aller bien au-delà de juste regarder la réputation et juste faire de la veille quotidienne pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Et à regarder comment tu comprends mieux ton conso vraiment en profondeur, aller sur des problématiques marketing, aller faire du suivi de performance en social media, aller comprendre des logiques de communauté, d'influenceurs, enfin tous ces éléments-là qui du coup aujourd'hui sont davantage appliqués au marketing et qui font qu'on sait aussi faire des études beaucoup plus avancées qu'une veille quotidienne, même si la veille quotidienne, à mon avis, elle est essentielle et elle reste hyper importante à plein de niveaux, parce que pour comprendre ce qui se passe et ce qui se dit sur une marque ou sur un produit ou peu importe, tu en as besoin et on en aura, je pense, toujours besoin. Mais c'est vrai que c'est intéressant maintenant de se dire et d'avoir cette conscience un peu partout dans les organisations qu'on peut faire beaucoup plus avec cette matière-là. Les deux sont intimement liés. Toi, justement, tu t'en fais plus forcément, en fait, cette partie de la veille quotidienne, parce que ça n'a pas tellement de sens de veiller quotidiennement ce que les gens peuvent raconter en termes d'insight conso, mais plutôt de récolter un ensemble de messages sur un temps long, regarder sur les 3 derniers mois, sur la dernière année, et de se dire en fait quelles ont été les tendances et quelles sont potentiellement les prochaines à venir. En fait, c'est ça. Après, dans le groupe, ça existe toujours. C'est-à-dire que moi, je suis responsable de la social intelligence pour le groupe, donc pour qu'on ait une vision aussi, quelque part, de tout ce qui peut être fait, de déploiement d'outils, d'accompagnement des personnes à prendre en main cette expertise. Mais par contre, il y a des équipes, notamment la communication corporate, qui font ça, évidemment, au quotidien et qui suivent tous ces sujets corporate, qui font aussi de la veille quotidienne, mais pas que, qui font aussi des études. Mais oui, c'est quelque chose qui perdure. Et effectivement, moi, du coup, je travaille aujourd'hui davantage sur ces études plus poussées où, de toute façon, une tendance conso, en général, elle ne change pas du jour au lendemain, même si des choses qui peuvent arriver et repartir très, très vite. Mais globalement, une tendance, elle va s'installer dans le temps. Donc, c'est plus intéressant de regarder sur des temps longs ou de regarder une catégorie de produits, par exemple, au sens large, que de regarder quelque chose de très, très niche. Encore que, pareil, ça dépend des problématiques. Mais en tout cas, moi, je vais travailler là de plus en plus sur des études cross-data. Et c'est un des sujets aussi, je pense que c'est une des avancées qu'on est en train de voir s'installer un peu partout, c'est l'hybridation des études aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un exemple que tu pourrais communiquer, bien sûr, par exemple sur une marque, un produit, un insight qui t'a marqué, dont tu te souviens peut-être quelque chose d'assez, pas forcément récent, mais quelque chose qui t'a marqué, peut-être quand t'es arrivé chez Seb et que tu sortais de l'agence et que tu t'es dit, en fait là, en se posant un petit peu, on a eu cette pépite, on a détecté cet insight qu'on n'avait pas pu imaginer. Alors, il y en a plein, peut-être pas au tout début, mais en tout cas, cette année, on a vraiment, depuis l'année dernière, on a vraiment commencé à mettre en place des études donc cross-data, et où parce qu'on s'est rendu compte que dans l'entreprise, il y avait plein d'études, et il y a toujours plein d'études qui existent en stand-alone, qui sont délivrées, qui sont restituées aux équipes, mais il y a des études sur les invest médias, il y a des études sur les parts de marché, le sell-out, il y a des études CMI sur des shoppers, journées, il y a énormément d'études et beaucoup de matières. Et puis avec mon arrivée aussi, des études social listening en plus, des études sur les reviews aussi, sur les avis en ligne. Et donc en fait, on s'est dit plutôt que d'aller créer une étude de social listening en stand-alone, allons construire cette approche social intelligence en intégrant tout ce qui existe déjà, en mettant à jour, il y a le SEO aussi, j'en oublie, il y a tellement de sources, mais du coup, puisqu'on est en train de regarder en fait ce que disent les gens avec cette volonté de comprendre le conso et comment il évolue et qu'est-ce qu'ils recherchent et quelles questions ils se posent, finalement, toutes ces études, quelque part, elles répondent à ça.
Et du coup, si on les croise, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on apprend vraiment et qu'est-ce qu'on en retire ? Et du coup, c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Et du coup, on a commencé à faire ça à la fois sur des études concurrentielles et à la fois sur des études catégorielles. Et les études catégorielles, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait, quand on regarde les conversations, les gens, quand ils parlent d'un produit ou d'une catégorie de produits, ils vont pas forcément citer le nom de ta marque ou le nom de ton produit. C'est assez rare. Enfin, en tout cas, c'est une part assez réduite des conversations. Surtout sur des nouvelles catégories où les gens ils s'interrogent sur est-ce que je vais acheter ce produit ou pas, à quoi ça va me servir, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse et tout ça. Et donc, sur ces études-là, effectivement, là, on va trouver des insights qui sont plutôt inattendus ou plutôt pas vus. Et on va encore plus les trouver quand on croise les études. Et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, en stand-alone, on se dit tiens, bon, il y a ça, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est un signal faible ? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'approfondir ? Et quand tu mets tout ensemble, là, tu dis ok, là, il y a vraiment un truc. Et moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est sur des spécificités pays, justement, où tu t'y attends pas trop parce qu'on se dit parfois, typiquement, nous, on est beaucoup sur la food et aussi sur la home, donc tout ce qui est dans le quotidien, enfin, la vie des gens au jour le jour. Et donc, tu te dis, par exemple, entre un Allemand, un Anglais, un Français, en fait, on vit de la même manière. Et quand tu fais ce genre d'études, tu te rends compte que pas du tout. Et sur des trucs aussi forts dans le quotidien que la food, tout le monde mange matin, midi et soir, hein, globalement, il n'y a pas de débat. Et bah ouais, mais pas du tout la même chose, pas du tout de la même manière, pas du tout... Ouais, il y a vraiment tout qui est différent, alors qu'en fait, on habite à 2 heures d'avion. Et typiquement, on a eu, sur une de ces études-là, un cas où on s'est rendu compte que le petit déjeuner en Allemagne était un sujet hyper fort, hyper discuté, sur un produit où on n'avait pas forcément anticipé que c'était le cas. Donc ça, c'est un insight qui est hyper intéressant pour nous, pour les équipes, et où on se dit même après, sur d'autres catégories, ça vaut le coup de le garder en tête pour se dire, est-ce que ce qu'on a découvert là sur cette catégorie, est-ce que ça va exister ailleurs ? Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans une étude cross-data ? C'est quoi le gros challenge C'est le temps, je pense. Un des gros challenges, c'est le temps. C'est-à-dire que tu as tellement de matière qu'il faut quand même se dire à un moment, comme dans toute étude, mais c'est peut-être encore plus vrai pour ces études-là, où il faut se dire qu'il faut s'arrêter à un endroit. Faut envoyer, quoi. Et il faut en sortir quelque chose qui est actionnable, en fait. Parce que tu as tellement de matière qu'il faut aussi se dire, il faut vraiment en fait, tout le temps garder en tête c'est quoi mon objectif, je vais en faire quoi de cette étude, what's next, quoi. Et après, bon, ça, c'est quelque chose que... Il y a quand même, dans le groupe dans lequel je travaille, un mindset qui est vraiment tourné vers ça, où justement, on se dit toujours, on fait pas... Et c'était une des raisons aussi qui m'a intéressée quand j'ai rejoint le groupe, c'était on fait pas des études parce que c'est intéressant et que j'ai appris un truc en plus et c'est un nice to have et je pourrais raconter ça à la machine à café, c'est déjà très bien. Mais c'est vraiment qu'est-ce que j'en fais après. Et du coup, et c'est ça aussi le plus challenging, mais moi je trouve le plus intéressant, c'est qu'on ne sort pas une étude sans qu'il y ait un plan d'action derrière, un plan de recommandation, quoi. Et ouais, donc ça, j'allais demander aussi, est-ce que après l'étude, en fait, est-ce que ça part direct aux équipes innovation, est-ce que création de nouveaux produits, qu'est-ce qui est fait finalement de cette matière intellectuelle En fonction de l'étude, qui peut d'ailleurs venir soit de notre département central marketing, soit d'une demande BU, soit d'un mix de discussions qui font qu'à un moment on se dit là il y a vraiment un truc à aller creuser. La restitution, elle se fait aux équipes qui sont concernées. Souvent on élargit d'ailleurs, au départ ça vient d'une équipe produit et puis finalement on se rend compte que ça va aussi intéresser plein d'autres équipes dans le groupe, les marchés, etc. Et du coup, on fait cette restitution. Et c'est pour ça que je disais c'est vraiment important d'avoir ce plan d'action qui va avec et cet ensemble de recommandations et de suivre après dans le temps cette partie-là. Après, c'est vraiment les équipes produits. Ça dépend de la typologie de recommandations parce que, comme on disait, les conversations sont hyper riches et ce qu'on peut faire avec notre matière est énorme. Mais du coup, tu peux avoir des recommandations qui vont être plutôt sur des sujets de communication marketing, des recommandations qui vont être plutôt sur des sujets de développement produit. Donc là, le suivi, il est complètement différent. Du coup, tu as des choses qui peuvent être sur des temps très courts et d'autres sur des temps très très longs, parce que quand on se parle de développement produit, ça peut être long. Donc ça va être effectivement du suivi qui est en fonction
de la typologie de recommandation et en fonction du besoin de l'équipe en face. Donc ça peut être des demandes de deep dive, évidemment, de se dire là, il y a un truc, si on reprend cette thématique du petit déjeuner, il y a un truc, comment est-ce qu'on creuse, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va en faire exactement. Ou ça peut être des sujets en termes de... Si c'est des recos de dev produits, en général, les équipes produits savent... on va aussi avoir un avis de se dire on va appliquer de cette manière-là ou on ne prend pas exactement comme ça. Donc ça dépend vraiment de la typo de recommandation, je dirais. Ok. Mais on essaye de faire qu'en tout cas il y ait un suivi et que ce soit pas... Ouais, bien Parce sûr. que c'est un peu le truc frustrant parfois de se dire on a planché pendant 6 mois sur un sujet et derrière, quelle est la diffusion en fait en interne, quelles sont les parties prenantes qui ont pu voir le résultat, quelle est l'application concrète de nos recommandations, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours un challenge, en tout cas dans les organisations à ce niveau-là. Complètement. Finalement, en fait, pour toi, l'étude, elle commence presque au moment où tu la délivres. Elle commence avant quand même, je dirais, mais... Non, mais en tout cas, elle s'arrête pas au moment où tu la délivres. Je pense que oui, ça, c'est un truc qu'il faut peut-être changer. Et c'est peut-être plus dur à faire quand tu es en agence où effectivement tu es mandaté et puis tu as rempli ta mission. Mais pour le coup, effectivement, l'étude, pour moi, elle s'arrête pas au moment où tu la délivres. Et oui, et ça, c'est aussi un challenge parce que parfois, comme tu disais, tu as planché 6 mois sur une étude et puis tu as envie de passer au sujet d'après. Mais du coup, il faut passer au sujet d'après tout en se disant, attends, il y a quelque chose qui existe avant, qui peut avoir du lien et qui peut être utile. Et puis, effectivement, après, il y a toute la partie plan d'action qu'il faut pas lâcher. Et oui, c'est ça, c'est hyper important. C'est ça qui fait que derrière, ton étude, elle est vraiment utile. Moi, j'ai un dilemme à te proposer. Attends. Donc, analyse, tu as une demande d'une analyse d'une catégorie. Ouais. Tu as le droit à 3 sources de données. Données social listening de conversation réseaux sociaux, données search listening, enfin données de search, et données de reviews. Et malheureusement, tu ne peux en prendre que 2. Laquelle est la moins importante dans ce type d'analyse? Je vais remettre ma casquette avant. Alors, c'est quoi ton brief? Elle doit servir à quoi cette étude et c'est quoi la question que tu te poses? Et c'est quoi la catégorie, tu vois, presque? Mais c'est surtout, c'est quoi la question que tu te poses? Supposons que... Non, mais, autrement dit, c'est... Consommateur Moulinex. Non, mais Voilà. si t'as, sur ce type tu vois, si tu dois choisir entre ces 3 sources de données qui sont hyper complémentaires et hyper importantes, ou alors moi j'essaierais de gratter et dire, mais la social intelligence, les reviews, c'est quand même un peu pareil, le search, tout ça c'est hyper lié. En fait, c'est 3 sources de données qui sont hyper liées, en tout cas très très complémentaires. C'est de la donnée publique, c'est de la donnée web. Donc c'est difficile de dire j'en enlève une. Et en plus aujourd'hui, il y a quand même des ponts et des outils qui permettent assez facilement d'avoir les 3. Mais si tu dois vraiment en avoir que 2, pour moi la question c'est plutôt effectivement c'est quoi ton besoin in fine. Et si ton besoin par exemple c'est du développement produit, je te dirais tu fais pas l'impasse sur les reviews. C'est obligatoire. Là tu as une mine d'or, tu peux pas faire l'impasse. Si ton objectif principal, c'est de découvrir des tendances et de vraiment mieux comprendre un consommateur pour aller vendre ou développer ta catégorie dans des endroits où tu n'arrives pas encore à pénétrer le marché, là, pour le coup, tu prends le search et le social listening. Parce que tu vas être plutôt sur de l'exploratoire, alors que sur l'analyse de review, tu es déjà sur des gens qui ont acheté ton produit. Mais en même temps, les 3, dans les 2 cas, si tu peux avoir les 3, c'est mieux. Ça, c'est sûr. Mais en fait, ma question elle est un peu plus large parce que ce matin, on était du coup tous les 3 à un événement au printemps des études où il y a plein d'innovations dans le market research, dans le social intelligence. Et la question en fait que nous posent parfois nos clients et que j'aimerais te poser, c'est à la fin, tu as du search, du social listening, des reviews, du social sampling, de l'IA, des panels digitaux, enfin bref. C'est en gros à quel moment tu stoppes la machine et tu te concentres sur ce qui va faire le 80-20, quoi. C'était ça un peu le truc. Ouais, mais vraiment, en tout cas, moi, je suis vraiment convaincue que ça dépend du besoin et de la question que tu te poses au départ. Et c'est un truc où, même en interne encore, je dis toujours, parce qu'un de mes rôles, c'est aussi
d'évangéliser, en tout cas de donner accès et de déployer la plateforme qu'on a aujourd'hui en interne à des personnes qui ne sont pas des experts de l'analyse de données. Et vraiment, mon point de départ, c'est basique, ça semble simpliste pour ne pas dire bête, mais c'est hyper important. C'est quoi la question que tu te poses? Et si tu sais à peu près ce que tu cherches et ce que tu cherches pas, là, tu choisis la source de data. Et ça je pense que c'est vraiment un incompressible. Et souvent, on a peut-être tendance aussi à l'oublier en se disant j'ai l'habitude de travailler avec un tel qui fait des études panel, donc je vais passer par là. Du coup, j'ai l'habitude de travailler avec Hélène qui s'occupe du social intelligence, donc je vais passer par là. Je pense qu'il faut que nous, spécialistes aussi et professionnels des sujets, on ait toujours cette prise de recul de se dire en fait, c'est quoi la question que tu te poses et à quoi ça doit te servir derrière. Et du coup, là, de pouvoir dire oui, effectivement, pour répondre à cette question, c'est bien de la social intelligence qu'on va faire. Ou inversement, de se dire là, pour répondre à cette question, va plutôt faire une étude SEO premium ou un sondage, tu auras une meilleure réponse. Franchement, je partage aussi ça, et a fortiori, quand tu te rends compte de toute la richesse, parce que même si on prend juste un truc, si on prend que du social listening, si on se restreint, je veux dire, à l'analyse des conversations, tu peux avoir 1000 utilisations du sujet. Enfin, je veux dire, tu peux être celui qui va être le plus exhaustif possible en termes de sources de data et essayer derrière d'aller faire de la sémantique ou des cartos de communauté ou enfin voilà, tout ça. Donc à la fin, tout est possible. Et la question qui suit derrière, c'est quoi les réseaux sociaux qui sont importants à vigiler pour Seb ou pour toi dans les analyses que tu portes? Alors, pour le groupe, et du coup, de fait, pour moi aujourd'hui, c'est parce qu'on a ce prisme de compréhension et de connaissance du conso, c'est surtout les réseaux où on retrouve aujourd'hui le consommateur. Donc, c'est finalement de moins en moins Twitter et de plus en plus TikTok. Et bien sûr, Meta, Instagram, Facebook, c'est... Ce qui est bizarre, au début, c'était Twitter prenait une place Oui, vraiment historiquement, importante. Twitter était... Mais c'est lié aussi aux usages historiques de réputation, de sujets plus corporate aussi, de com de crise, etc. Je dis pas qu'il faut faire... je trouve tout est intéressant. Il faut pas faire l'impasse sur Twitter, parce que quand tu as une crise qui part, en général, elle commence... Les journalistes sont sur Twitter, ça va assez vite. Et la viralité aussi, c'est des plateformes où la viralité peut aller très très vite. Mais aujourd'hui, dans les problématiques que j'ai moi, qui sont vraiment consumer-centric, le conso, on va le trouver justement plutôt sur Instagram, plutôt sur TikTok, plutôt sur Facebook, et aussi de plus en plus sur Amazon, dans les moteurs de recherche autres. Et ça, c'est des plateformes qui sont vraiment essentielles. Ok. Ce chantier des reviews, tu peux nous en dire plus? Pour toi, on en parlait un peu en off, ça permet d'aller hyper loin, c'est pas si simple que ça techniquement à mettre en place. Finalement, par quoi on commence? C'est le deuxième volet, pour moi c'est intégré à la social intelligence, c'est de la matière conso. Bien sûr. Mais c'est effectivement un des gros volets de mes chantiers aujourd'hui, c'est justement de développer et de déployer l'analyse de review dans le groupe. Donc, quand tu es dans un groupe qui a toute cette complexité de marques, de produits, de gamme, etc., ça fait que tu as une source, pareil, aussi énorme, parce qu'on a beaucoup de références, on a des milliers de références dans le groupe. Donc, capter toutes ces données au départ, c'est pas si simple que ça en a l'air, effectivement, parce que techniquement, on travaille avec des providers qui sont des spécialistes du scrapping, qu'on va connecter ensuite chez nous à nos data lakes et aux outils de data vis, aux plateformes social listening plus traditionnelles, comme Tokoker et autres. Et du coup, là, après, l'objectif, c'est effectivement d'analyser toute cette matière. Donc, c'est pas si simple, et en même temps, ça avance, parce que c'est hyper riche d'enseignements, et pour le coup, c'est très, très concret. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus, dans l'analyse, qui est peut-être plus facilement accessible que les sources, que les verbatim beaucoup plus complexes qu'on va avoir sur les plateformes sociales ou sur les forums, parce qu'on est sur un scope qui est déjà prédéfini. Justement, tu as moins la question de qu'est-ce que je recherche. Je suis mon produit, et comment mon produit ou ma gamme ou ma marque est notée, et quels sont les avis clients, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, qu'est-ce qui leur manque, etc. Donc ça, c'est assez évident en fait dans l'intérêt. Et aujourd'hui, en fait, le
le volume, enfin, c'est plus de 90% des consos qui achètent un produit en ayant consulté des avis. Donc, c'est essentiel, en fait, de suivre ça et de comprendre et d'analyser. Et puis, encore une fois, je reviens au plan d'action, mais du coup, de prendre des actions vis-à-vis de ça. Ouais. Il y a vraiment parfois, suite à un rating, un reviews que tu as pu analyser, faire remonter en mode là, en fait, c'est un peu cata sur ce point, les gens se plaignent trop sur. Enfin, je sais pas, on est à 2 étoiles sur 5, parce que ça, il faut changer ça tout de suite. Je sais pas, la couleur n'est pas bonne. Je sais pas, à 2 étoiles sur 5, normalement, on sort pas des produits quand on sort à 2 étoiles sur 5. Alors 5 sur 5, et on se dit non, mais on va se dépasser. 4,9, on va aller encore plus loin. Mais en tout cas, non, c'est assez. Oui, ça, c'est assez immédiat. Et en fait, nous, on a développé tout un programme d'analyse des reviews dans le groupe. Moi, ça fait 2 ans que je suis chez Groupe Seb et ça fait 2 ans que je travaille là-dessus en grande partie. Et donc, vraiment, l'objectif de ce programme, c'est à la fois de fournir de l'analyse aussi bien aux équipes très opérationnelles qu'au top management, et à la fois de déployer du coup. Donc aujourd'hui, on travaille avec Tokoker, et donc de déployer la plateforme dans le groupe et de faire en sorte que tous les chefs de produits, toutes les personnes qui font de la qualité, enfin toutes les personnes in fine qui en ont besoin puissent y avoir accès. Et du coup puissent aussi eux-mêmes analyser et prendre leurs actions. Mais effectivement, dans les rapports qu'on fait, les rapports, ça nous permet de détecter des choses hyper concrètes sur les pain points, mais aussi sur des aspects positifs. Mais sur les pain points, parce que c'est ça qu'on va regarder évidemment en premier, le facteur d'amélioration de la note, il est surtout sur les points négatifs. Et du coup, d'accompagner après les équipes pour mettre en place des plans d'action. Et là, pour le coup, oui, on en a plein des exemples concrets, parce que ça, c'est immédiat. Et c'est assez... là, pour le coup, on n'a plus cette frustration de l'étude, qu'est-ce qu'on en a fait. Là on voit t'as la détection, l'action, le résultat. C'est dans les semaines qui suivent, si tu as réorienté, tu le vois tout de suite. C'est un vrai sujet de réussir à diffuser l'outil en interne aussi dans le groupe, faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent utiliser les outils que vous avez décidé d'utiliser, ou est-ce que tu préfères pour l'instant centraliser, gérer la plateforme? Non, c'est un vrai sujet, et c'est un des sujets pour lesquels... moi, je suis arrivée dans le groupe avec cette mission-là aussi. J'ai vraiment la double casquette de produire des études sur des sujets transverses et de diffuser et de déployer l'outil et de faciliter l'accès à cette expertise-là. Et donc, les reviews, c'est un super exemple pour le coup, parce que oui, je travaille en fait en binôme avec l'IT, parce que c'est des sujets qui restent très tech. Et heureusement qu'on n'est pas tout seul sur la partie dev, et donc il y a des super équipes qui bossent là-dessus aussi, sur toutes les problématiques du coup plus techniques. Mais effectivement, sur le déploiement, on a vraiment, en fait, pour objectif, et commencé là depuis cet été, on a construit en fait un environnement dans la plateforme avec des dashboards préparamétrés qui facilitent l'accès à cette donnée à des personnes, comme je disais, qui ne sont pas data analystes ou pas experts du social media, et qui vont du coup pouvoir avoir accès dans ces dashboards-là, soit en utilisant des filtres, soit même pas, en fonction des besoins, à la donnée reviews, au verbatim, aux KPIs classiques, la note moyenne, l'évolution dans le temps, des choses comme ça. Et en plus de ça, on a aussi développé une partie de topics sémantiques, qui n'est pas encore poussée par l'IA, mais je pense que ça viendra. Où justement on leur met à disposition aussi un premier niveau d'analyse quali pour se dire, voilà, je regarde mon produit, et lié à mon produit, tu as déjà des éléments de sujets qui reviennent en positif, en négatif. Okay. C'est quoi pour toi la clé de l'adoption d'un outil de social listening en interne? Est-ce que demain, supposons qu'on arrive dans une... ou que quelqu'un qui regarde cette vidéo arrive dans une entreprise, tu lui conseilles, avec la même mission que toi, ouais. Tu lui conseillerais de faire quoi? Je pense que déjà, une des clés, c'est qu'il y a un sponsoring au niveau managérial. Et alors moi, j'ai eu cette chance, effectivement, en arrivant, d'être recrutée par une VP marketing, par une directrice CMI, en tout cas par des gens qui croyaient à l'intérêt de la social intelligence au sens large, pas uniquement de l'analyse de review. Et donc, ça facilite, parce que déjà, tu arrives dans une dynamique où tu n'es pas en train de prouver l'intérêt de ce que tu fais. Donc, moi, j'ai été plutôt confrontée au challenge inverse
De dire, t'arrives, les gens t'attendent, t'as plein de demandes, mais du coup, il faut prioriser et tu peux pas tout traiter. Donc c'est une chance, enfin, je trouve que c'est quand même une chance. Et après, un des challenges, c'est de pas faire peur, parce qu'il peut y avoir... Et pareil, encore une fois, moi, j'ai pas eu trop ce problème-là en arrivant dans des équipes marketing qui ont l'habitude de l'analyse de données, qui ont l'habitude de travailler avec des chiffres et qui, du coup, n'ont pas peur de voir arriver un énième dashboard parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des dashboards, mais au contraire, qui sont plutôt friands de voir que en fait, ce dashboard-là ou ces dashboards-là vont leur simplifier la vie. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de simplification. En fait. Pour faciliter le déploiement, il faut que ce que tu apportes, ça vienne faciliter. En tout cas, si l'objectif, c'est de déployer à des non-experts, c'est que ça vienne simplifier leur vie. C'est que ça leur apporte vraiment quelque chose et qu'en même temps, ça ne soit pas une énième couche de voilà encore plus de data, t'en avais déjà plein, voilà encore plus de dashboard, t'en avais déjà plein. Voilà un dashboard qui est facile à utiliser, qui répond à ta question. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir cette approche-là. À l'inverse, si demain, tu n'as pas le sponsor parfait, qui connaît ce que tu fais, qui est convaincu de l'importance, comment est-ce qu'on va le chercher ? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Tu vois, c'est, finalement, j'ai l'impression de passer plus de temps à me faire connaître ce que je fais et ce que je produis que... Après, je pense que ça fait partie du job, malgré tout. Hein. Enfin, même en ayant des sponsors, faire connaître, diffuser et restituer les études, je pense que ça fait partie du job, même quand tu as des super sponsors et même quand tu arrives dans un contexte où les gens croient que ce que tu fais va servir à quelque chose parce que tu as des habitudes. On reste, même si maintenant le social listening, ça existe depuis 15 ans, 10-15 ans, on va dire, sur la structuration du métier. Ça reste des métiers qui sont assez jeunes par rapport à justement des études marketing ou panel, etc., plus traditionnelles, qui sont implantées dans les entreprises depuis beaucoup plus longtemps. Donc ça reste des sujets où il faut aller prouver en fait l'utilité. Et je pense que un des points, c'est de faire connaître, de restituer et d'y aller étape par étape. C'est-à-dire que de montrer, et c'est normal que quand tu arrives, on ne te dise pas « vas-y, fais ce que tu veux », c'est que tu montres aussi que ce que tu produis en matière d'analyse ou que ce que tu mets à disposition en matière d'insight, ça sert le business derrière. Et il y a toujours ce truc de... on revient encore une fois au plan d'action, mais c'est à partir du moment où tu as un plan d'action où tu peux dire « voilà, on a mis ça, on a détecté cet insight ». On a mis ce plan d'action en place avec les équipes et voilà le résultat. Et en fait, ça s'est prouvé tout seul. Donc, c'est plus, je pense que c'est plus sur la réalisation de ça. Et c'est des choses qu'on nous demande. Typiquement, moi, sur la partie... je reviens à la partie review, mais quand on travaille là-dessus, une des questions, quand on présente l'équipe ou ce que je fais à d'autres en interne, une des questions qui va être posée, c'est mais est-ce que déjà vous avez des retours sur l'utilité, sur est-ce que ça a eu un impact positif. Et là, on a des exemples concrets qui font que quand tu expliques, du coup, oui, ça fait tilt et ça parle aux gens. Et là, tu te dis, OK, forcément, oui, on peut, ça nous intéresse d'aller plus loin. Le risque de donner l'outil à toutes les personnes dans l'organisation, c'est aussi que chacun ait sa propre analyse. C'est-à-dire que tu donnes à 2 personnes un outil, il y a 2 analyses différentes qui sortent. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tu as envie que tout le monde ait accès à la donnée, mais derrière, l'analyse ne va pas forcément être faite, va pas être unifiée. Comment tu t'en sors sur ça ? Moi, je crois qu'il faut faire confiance aux gens et que, en fait, fait, c'est surtout que nous, un des premiers points, c'est on a la même source de data. C'est souvent, ce qui fait que tu n'as pas les mêmes analyses en sortie, c'est que tu as 2 sources de données qui sont différentes, ou tu as 2 outils. Et quand tu donnes le même outil, tu as un sujet, effectivement, de... Si tu mets en place... déjà, je ne suis pas sûre qu'en outil social intelligence, je ne suis pas sûre que tout le monde ait besoin d'y avoir accès, ou en tout cas pas accès à tout. Et ce qu'on fait là avec l'analyse d'avis, c'est qu'on a différents niveaux d'utilisateurs. Donc l'utilisateur classique, premier niveau, on va dire, lui, il a accès à des dashboards qui sont pré-paramétrés, sur lesquels il peut appliquer des filtres, mais c'est tout. Et en même temps, c'est rassurant pour cet utilisateur parce qu'on ne va pas lui demander d'aller faire du paramétrage, d'aller faire du booléen, du coup d'apprendre
des méthodologies de social intelligence qui sont pas son métier et il n'a pas le temps de faire ça de toute façon. Donc ça répond déjà en partie à la question. Et puis après, tu as des utilisateurs plus avancés qui, effectivement, eux, vont plutôt mettre les mains dedans. Mais en général, tu n'en as pas 150 par équipe. Tu en as 1, 2 maximum et encore. Donc il y a plutôt un manque de ressources. Donc finalement, tu n'as pas forcément des études qui se phagocytent. Mais après, c'est sûr que le sujet des KPIs, en général, est un sujet... c'est aussi des sujets en chantier sur lesquels on planche en équipe croisée, là, aujourd'hui. Parce que, effectivement... Ça, c'est pas simple. Hein. Non, choisir les bons KPI, pas trop, parce que quand on a trop, après, c'est plus gérable en termes de monitoring au quotidien et d'actionnabilité derrière. Lesquels tu priorises, sous quel format tu les mets en avant, enfin tous ces trucs-là, c'est sûr que c'est des sujets de réflexion qu'on n'a pas fini de traiter encore aujourd'hui. Mais nous, on a maintenant, là, ce qu'on essaye aussi de mettre en place, c'est de essayer de distinguer les KPIs quanti, les KPIs conso-quali, online, hein, si on est sur les sujets digitaux. Et du coup, de se dire, le conso-quali, c'est dans la social intelligence, enfin dans notre outil, ou en tout cas dans des groupes de travail qui sont vraiment sur ce volet-là. Et le quanti, il est dans la Power BI à part. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les croiser, au contraire, il faut les regarder en parallèle. Et peut-être à terme aussi avoir des dashboards croisés. Mais déjà, au moins, on sait, et ça évite justement de se dire j'ai 2 entrées, 2 analyses différentes. On sait qu'il y a des données qui sont à tel endroit, des données qui sont à d'autres endroits. Et plus tu simplifies et tu communiques ce que tu peux trouver où, plus aussi tu vas éviter que... Ça, c'est un des enjeux, je pense, de toutes les entreprises aujourd'hui. Et encore une fois, on a encore du chemin à parcourir là-dessus. Et c'est comment tu évites que chacun aille réinventer la roue dans son coin. Surtout sur des groupes qui sont gros, où tu as plein de pays qui sont acteurs... Voilà. Et tu as vraiment des différences d'insight entre le rating and reviews et le social listening. C'est-à-dire que tu as vraiment, par exemple, des gens qui, sur une fiche produit, vont dire A, et ensuite, quand tu vas voir sur les réseaux sociaux, tout le monde dit B. Non. Je pense pas que tu aies des différences comme ça. Par contre, c'est plus les typologies de conversation qui sont pas les mêmes. Sur les réseaux sociaux, tu vas plutôt avoir des gens qui s'interrogent sur est-ce que j'achète celui-là ou celui-là, comment je m'en sers, à quoi ça sert, si on parle de food, quelle recette je fais avec ce produit, qui vont chercher aussi des conseils de pairs, même sur les forums. Hein, encore, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais vraiment, les forums sont pas morts. Tu vois, l'info, ce sera peut-être le titre de la vidéo. La richesse Les forums ne sont pas morts. Non, mais c'est vrai, la richesse des verbatims sur les forums, ça reste assez fou, hein, quand même. Ouais. Et ça vraiment, tu le... Ah ouais. Ah ouais. Moi, je trouve que y a, sur des sujets un peu niche, un peu plus techniques. Mais quoi, comme dans des forums de... Il y a beaucoup de choses sur Deal Labs dans nos sujets. De cuisine aussi. Ouais, de cuisine, mais ouais. C'est ce qui touche à la nourriture. Ouais, je... Là, c'est en France. Mais même sur les matériaux, tu vois, sur plein de choses. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est marrant, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses sur ces sources-là. Et je sais même plus où on en était. Sur les forums. Non, mais avant les forums. Les forums, ils sont vivants. La question, c'était pas une question sur les forums. Non, sur la qualité. Est-ce que tu as vraiment les mêmes insights ? insights ? Sur les insights qui sont différents, oui, c'est plus sur... en fait, dans la consumer journey, t'es pas au même endroit. Sur les reviews, t'es un peu à la fin. T'es à la fin et avant. C'est-à-dire que celui qui regarde les reviews, c'est plutôt le conso qui est en considération. Mais du coup, quand il arrive pour regarder la review, il connaît déjà ta marque. Il est déjà en train de se dire, je veux acheter ce produit. Et du coup, il est en train d'hésiter, a priori, entre ton produit et un autre, et se demander lequel est le plus fiable, lequel est le mieux. Mais avant ça, et ça, c'est des conversations que tu vas plus trouver en social listening, ou sur les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que je veux faire ça, ou dans ma vie j'ai un pain point dans mon quotidien, j'aime pas repasser, ou tu vois, qu'est-ce qui va répondre à ce besoin-là.
où j'ai envie de faire telle recette ou de cuisiner de telle manière, ou j'ai des enfants et du coup j'ai pas le temps, ou je vais déménager. Enfin, tous ces moments un peu de vie aussi, c'est c'est les questions que les typologies de conversation, c'est pas les mêmes. Ok. Et ça intervient pas à la même phase du funnel en fait sur la partie enfin, quand Ouais, ça, c'est le t'arrives sur parcours. le review, Ça, c'est c'est plutôt en considération déjà. Parcours conso, ça, dans son parcours d'achat. Et finalement, la personne qui va s'exprimer notamment sur la fiche produit, c'est quelqu'un qui a déjà réalisé l'achat et qui vient en fait dans l'après donner son avis. l'achat. Ouais, bien sûr. Donc, tu vois, tu pourrais dire en fait bêtement, naïvement, tu pourrais te dire en fait, tu as les mêmes commentaires sur la fiche produit des personnes qui ont déjà acheté le produit que sur les réseaux sociaux. Mais il y a des choses qui se recoupent, effectivement. Tu peux avoir. C'est pas forcément les mêmes personnes. Enfin, après, on n'est pas en train de regarder en plus vraiment le. Mais oui, tu peux avoir des reviews qui vont te dire ce produit il est bien, il fait ça, et en même temps sur les réseaux sociaux, le même genre de conversation de quelqu'un qui, en réponse à une question d'un père ou d'un post même de ta marque, qui va dire ouais j'ai acheté ce produit, super, ou au contraire je suis pas content. Mais oui, ça, il peut y avoir des similitudes, ou des sujets quasi identiques, mais l'inverse, non, par contre. Enfin, moi, j'ai pas vu, en tout cas, encore quelqu'un qui va, tu vois, un produit qui va avoir une super review et, par contre, qui se fait démonter sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est plus rare. Et qu'est-ce que tu préfères entre, justement, avant, tu travailles plus dans la com, quand tu as une polémique, tu as genre typiquement 20 000 publications à traiter. Là, tu as trop d'infos à traiter, en fait, limite. Comparé à, justement, notamment, c'est une des raisons pour lesquelles il y a autant de sources de données différentes. Parce que peut-être qu'il y a quand même un peu moins de personnes qui parlent sur des produits très spécifiques sur les réseaux sociaux que lorsque tu es face à une polémique. Donc, toi, quelles sont les techniques, quelles sont les approches que tu préfères entre gérer une polémique où il y a trop de data ou être sur le temps plus long, où en fait peut-être qu'il y en a entre guillemets pas assez et il faut faire ce travail d'investigation, de multiplication des sources, de croisement, etc. Ça n'a rien à voir. Enfin, je pourrais pas dire que je préfère l'un ou l'autre. Moi, j'aime bien il faut aussi se mouiller là. Non, mais j'aime bien la complémentarité, et c'est justement, et ce que je trouve bien aussi de travailler dans un groupe comme le mien, c'est que justement t'as un panel de sujets où souvent, quand tu quittes l'agence, on te dit « Oh là là, mais tu vas chez l'annonceur, mais du coup, tu vas travailler que sur un sujet, mais tu vas t'ennuyer. » Mais non, en fait, là, t'as tellement de sujets, et en plus, nous sur des sujets où t'es vraiment dans le quotidien des gens, que c'est infini. Donc, c'est ça aussi que je trouve intéressant. Par contre, dans la partie crise et polémique, ce que je préfère, c'est plutôt le conseil stratégique. C'est plutôt au-delà, c'est pas tant l'analyse, parce que finalement, ça, tu le comprends assez vite. Oui, tu as beaucoup de volume, mais c'est à peu près la même chose. Enfin, le message, c'est un peu tout le temps le même. Donc, je trouve qu'en termes d'analyse, c'est un petit peu moins intéressant. Ce qui est intéressant, c'est plutôt qu'est-ce que tu fais, comment tu traites, quelles décisions, comment tu communiques, en fait, derrière. Par contre, sur la partie études et social intelligence, je trouve que la partie temps long et la partie études, vraiment, et c'est ça qu'il y a de plus intéressant. Enfin, là, pour le coup, c'est très personnel comme vision. Mais ouais, je trouve que c'est où tu vas vraiment comprendre les tendances, comprendre les évolutions conso. En plus, aujourd'hui, on vit dans un monde quand même qui évolue très vite, dans un contexte particulièrement instable, où il y a eu le Covid, il y a énormément de choses qui ont changé pendant toute cette période aussi. Il y a aujourd'hui, et dans nos sujets conso, je trouve qu'il y a un sujet qui est très très intéressant, c'est le shift entre la conscience écologique. On se parle plutôt de l'Europe là, parce qu'encore une fois, c'est pas partout la même chose, mais le shift entre cette conscience écologique qui est en train d'investir l'acte d'achat beaucoup chez beaucoup de gens, où de plus en plus les entreprises justement se questionnent sur comment est-ce que je fais des produits ou des services qui sont plus responsables. Et en même temps, dans un contexte, encore plus dans le contexte inflationniste dans lequel on est, le sujet prix, où finalement tu te rends compte quand tu regardes l'acte d'achat, même si tu veux avoir une conscience écologiste, le prix, il est hyper important. Et se dire, on l'a vu encore, pareil, on se parlait du printemps des études il y a quelques minutes, mais
les études, elles montrent bien que les discounters sont en train d'exploser partout en France, et je pense pas qu'en France. Donc, je trouve, voilà, c'est pour ça que les études, pour moi, c'est vraiment le sujet où tu rentres vraiment dans la tendance et de comprendre le monde et comment évolue le monde dans lequel on vit aussi. Et ça, c'est vraiment passionnant. Les tendances sociétales, et en plus, un groupe comme SEB est complètement lié au pouvoir d'achat des Français, quand même. Oui, c'est sûr. Et puis après, tu as toute la partie innovation et comment ça va évoluer et comment tu réussis à répondre aux besoins, à des vrais besoins des gens. C'était un invité, la personne de SNCF, qui nous avait dit qu'en fait, il avait l'impression qu'il y avait moins de crises qu'avant. En tout cas, moins fortes. Les seules crises qui persistaient et qui étaient tout autant violentes, c'était principalement, quasiment exclusivement des crises sur les sujets sociétaux. Sur, tu vois, tu mentionnais l'écologie, etc. Ça, c'est des choses que vous avez en tête, que tu revois dans tes analyses et qui te permet aussi d'éviter ces crises-là en amont en disant, en fait, on voit que sur les produits, ce sont vraiment des sujets sociétaux, d'écologie, qui reviennent. Est-ce que tu as aussi ce conseil-là en amont de dire attention, nous on se fait interpeller sur ces sujets, peut-être qu'un jour l'allumette peut prendre, quoi. Alors moi je suis pas sûre, en tout cas j'ai pas forcément la sensation qu'il y a moins de crises qu'avant. Okay. J'ai presque la sensation qu'on est perpétuellement en crise. Ça aussi c'est un titre d'épisode. Il y a un sujet. Tout ce qu'il faut. Là c'est parfait. Il y a tout le temps. Là on va en faire des shorts. Toujours des crises. C'est vrai, il y a des crises sur tout en fait, et du coup il y a peut-être une espèce de normalisation du sujet où finalement ça va peut-être aussi plus vite, du coup ça dure peut-être moins longtemps, donc ça impacte moins les esprits et de fait moins le business peut-être. Je suis pas suffisamment experte et j'ai pas le chiffre là à mettre en place, mais c'est plus qu'aujourd'hui, de toute façon maintenant, et ça c'est depuis la période Black Lives Matter et tout, un peu avant toute cette période-là, on a vu à un moment donné un shift justement dans ces sujets sociétaux où le conso s'est mis à attendre que la marque prenne position sur des sujets sociétaux. Et du coup, les crises sociétales qui n'étaient pas du tout des sujets de marque avant, le sont devenus parce que le conso s'est mis à interpeller les marques en demandant aux marques d'avoir un avis sur des sujets qui au départ sont pas du tout leur sujet. Et ça c'est hyper dur à gérer pour les marques parce que justement c'est pas forcément, tu te dis moi je suis une marque d'un produit grande conso, c'est pas mon rôle d'avoir un avis sur un changement sociétal qui est en train de se passer. Mais mon conso a envie que je le sois. Et c'est d'autant plus dur à gérer quand tu es une marque qui vend à une cible conso qui est très large. Si tu es sur un produit très niche, tu peux te dire je vais me positionner, je vends du luxe à tel type de personne, ou je vends une tech hyper précise à tel type de personne. Tu peux facilement, finalement, sans trop prendre de risques, prendre un positionnement où tu sais que ta cible va être en accord avec ça. Quand tu vends à... il y a plein de groupes, il n'y a pas que le groupe SEB, mais il y a énormément de groupes qui vendent tous les niveaux de gamme, qui ont des marques qui sont sur tous les niveaux de gamme, à tout type de public, partout dans le monde. C'est quasiment impossible de prendre une position sans que tu froisses une partie de tes consos, de ta cible. Et donc, en fait, ça, c'est hyper complexe à gérer pour les marques. Donc, c'est peut-être aussi cette réflexion-là qu'il y a derrière, de se dire que le sociétal devient les vraies grosses crises des marques aujourd'hui. Maintenant, je me demande si on n'est pas en train justement de revenir un peu... les consos évoluant aussi très vite et de plus en plus vite, et les nouvelles générations n'ont plus forcément ces attentes-là. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Si demain, on attendra encore du conso, si le conso attendra encore de la marque, qu'elle soit partie prenante justement sur ces sujets sociétaux. Tu penses que ça va changer ? J'en sais rien. Franchement, je suis pas une spécialiste de la prospective et des tendances, donc je ne saurais pas te dire ça, mais je pense que ce serait un peu pompeux d'oser de dire, d'affirmer, je sais que ça va se passer comme ça. C'est que les consos, ils
ils évoluent aussi et leurs attentes. Là, on le voit, par exemple, si on regarde ce qu'on attend d'une love brand, la fidélité aux marques, juste toute cette partie-là qui est vraiment très marque produit, quoi. Ça évolue tout le temps. Donc, il n'y a pas de raison que le reste n'évolue pas aussi. J'avais une question sur ce que tu avais dit au tout début, au tout début de l'épisode, quand tu as parlé, il n'y a pas d'école de social listening, il n'y en aura probablement pas, et on apprend sur le tas. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants aussi qui regardent ces épisodes. Est-ce que tu as des ressources ou est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans la social intelligence, mais qui de facto... Pas aussi. Ouais, clairement, tu vois, c'est dur de... Ah mais oui, surtout que moi je fais partie des gens qui sont arrivés là entre guillemets un petit peu par hasard, où à un moment on m'a proposé ce poste-là, où j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce métier, et je suis allée regarder et finalement si on me l'avait pas proposé dans ma vie professionnelle, j'aurais pas ce job-là aujourd'hui, c'est sûr. Je pense que en fait c'est plutôt un état d'esprit au départ, c'est plutôt aujourd'hui. Alors après, il y a de plus en plus quand même, j'exagère un peu, il y a quand même de plus en plus d'universités et d'écoles qui intègrent une approche du social listening, ou en tout cas une présentation de certains outils, etc. Donc, et de plus en plus de l'analyse de données de façon générale, puisque ça se démocratise aussi. Mais je pense que c'est plutôt ce qu'il faut avoir en premier lieu, c'est la curiosité. C'est finalement tous ces outils-là où les méthodos, elles s'apprennent. Comme beaucoup de métiers en réalité, hein. Souvent tu as fait une école et puis ta réalité au quotidien, c'est pas ce que tu as forcément appris à l'école. Tu as appris à apprendre, ce qui est déjà beaucoup. Mais je pense qu'il faut être curieux, il faut aussi quand on arrive dans ce métier-là, il faut aussi être ouvert à aller travailler sur des sujets qui, au départ, sur le papier, ne nous intéresseraient pas forcément. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de B2B. Et tu te dis pas au début, je vais travailler... pour le bâtiment, pour l'énergie, pour la banque ou la finance, en faisant des études social listening, tu te dis pas spontanément, ça va être passionnant. Et en fait, si, ça l'est, mais si tu es curieux au départ et que tu arrives sans a priori. Donc ça, il faut ça. Et après, je pense qu'il faut savoir écrire. Enfin, la partie rédactionnelle et l'anglais maintenant qui est quasiment... qui va avec. Hein. Mais c'est quand même, on a besoin de savoir restituer, savoir synthétiser. Donc c'est plutôt c'est des compétences que tu peux acquérir pendant tes études sans problème. Et c'est presque plus important parce que c'est des compétences que tu vas moins acquérir sur le terrain derrière, qu'il faut mieux avoir avant. Donc c'est plus ce mindset d'avoir envie de découvrir. Et puis après d'aimer quand même travailler un minimum avec les réseaux sociaux, la data. Voilà. T'as des ressources à recommander ou même des personnalités de la social intelligence qui t'ont marqué ? Déjà, si on est étudiant et que c'est quelque chose qui nous intéresse, je pense que le premier axe d'entrée, c'est les outils. Déjà, d'aller... Et il y a plein d'outils qui ont encore des versions gratuites. Tu vois, Tokoker, ils ont Tokoker Alert. Je pense que Mention, la version gratuite, existe encore. Enfin, il y a pas mal de... Et puis même de contacts directs avec les outils. Je pense que ça permet déjà de comprendre techniquement comment ça se passe. Et après, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que les ressources dans nos métiers, elles ne sont pas si nombreuses. Donc les podcasts comme le vôtre, moi je trouve ça top pour le coup, parce que ça permet de voir... Non mais merci. Il y en a pas beaucoup, mais ça permet de voir justement c'est grâce à toi. Les enjeux. Pas exagérer. Non, mais ça permet de voir l'étendue, en tout cas, des possibles... parce qu'en social intelligence, on peut faire plein de choses. Et du coup, il y a aussi... Petit à petit, avec la structuration de ce métier, il y a plein de... C'est quand même pas des sous-métiers, mais en tout cas, il y a plein d'applications différentes. Et moi, j'ai de plus en plus d'anciens collègues ou de connaissances qui travaillent dans ce métier-là et on fait plus les mêmes choses exactement, ou on n'a pas les mêmes spécialités. Donc ça permet aussi de lire des articles qui racontent, avec des témoignages qui racontent un petit peu tout ça. Ça permet de regarder un peu ça. Et après, de toute façon, on n'est pas les gens qui font ça, on n'est pas on n'est pas hyper nombreux, de plus en plus, mais ça reste quand même assez limité. Donc en fait, je pense que si tu es étudiant, il faut surtout pas hésiter
à se dire tiens, ce métier m'intéresse. J'ai vu quelqu'un sur LinkedIn qui est responsable social intelligence ou qui travaille en agence ou qui machin, et par exemple, et d'envoyer au groupe Seb. Et d'envoyer un message à cette personne et de dire voilà, je suis étudiant, ce métier m'intéresse, mais en fait, je comprends pas bien ce que c'est. Enfin, en fait, ça, c'est très rare. C'est des choses qu'on n'ose pas trop faire, à tout niveau d'ailleurs. Et en réalité, les gens, ils adorent parler de leur métier. Enfin, du coup, c'est très rare que tu dises peut-être t'as pas le temps sur le moment, mais tu vas le faire plus tard. Mais je pense que c'est très rare que quelqu'un, quand tu vas juste l'interroger sur son métier pour comprendre ce qu'il fait, te dise non, mais je vais pas te répondre, ça m'intéresse pas. Ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont pas te répondre. Bah, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai. Et en plus, de ce côté-là, je trouve que quand t'es pas encore dans la vie professionnelle à fond, on se rend pas compte que c'est pas si compliqué finalement d'aller demander ou prendre 15 minutes à quelqu'un pour qu'il t'explique ce qu'il fait, des conseils, etc. Donc, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas. Alors, je sais pas où ça va être placé au montage, mais je crois qu'il y a un exemple très concret qui pourrait être intéressant. Non, tu disais à l'instant, il y avait sur une étude ou sur un projet social intelligence, un exemple hyper actionnable, hyper concret. Tu veux peut-être nous en parler un peu plus? Effectivement, pour revenir sur le sujet des avis, de l'analyse de review, parce que du coup, je posais la question du plan d'action et de comment tu fais le suivi. Un exemple qu'on peut donner, c'est justement cette découverte qu'on a fait en analysant les reviews sur pas mal de produits, mais un notamment qui concerne effectivement la colle sur le packaging d'un produit. Où en gros, on a de toute façon, comme aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, une démarche d'essayer d'enlever au maximum le plastique, les polystyrènes, etc. des packagings. Mais il y a quand même cet enjeu de protéger le produit pour qu'il arrive chez le conso en parfait état, bien emballé, bien protégé, tout ça. Et donc nous, il y a des produits qu'on colle au packaging, au carton. Et en fait, les reviews nous ont permis de nous rendre compte que le conso avait du mal à enlever cette colle. Et que du coup, ça devenait un vrai pain point qui nuisait à la note moyenne du produit, alors que le produit n'était pas du tout remis en question, lui, pour le coup, parce que c'était trop long, trop compliqué d'enlever la colle. Donc ça, on l'a remonté dans un reporting, et les équipes derrière, on a échangé avec elles, et elles ont ensuite pu faire des études sur la compo de la colle, revoir comment elle était positionnée, combien t'en mets, quelle composition éventuellement aussi à retravailler, pour que derrière, ça soit plus simple. Donc ça a généré d'autres études derrière, et ensuite on fait suivi de plan d'action où justement on regarde l'impact. Et là, on a vu tout de suite dans les semaines qui ont suivi, tu as du coup le packaging qui a changé, les mauvaises reviews qui ont totalement disparu. Ah, à ce point-là? Ouais. Ah, génial. Donc génial. Ça, c'est hyper... Ouais. Bah, c'est un peu le rêve du social analyst, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais c'est d'avoir ce résultat hyper concret, de dire bah voilà, on l'a détecté, et in fine les plans d'action et aussi et les résultats du plan d'action. Ah ouais, et puis ça valorise aussi, parce que finalement les équipes aussi qui reçoivent ces rapports, on a du coup vraiment cette démarche, comme je disais, de faire des rapports qui servent à quelque chose, donc qui sont utilisés, et aussi c'est valorisant pour toi en tant qu'analyste, parce qu'effectivement tu sais que ce que tu as fait, ça a servi et ça a eu des résultats positifs, mais c'est aussi valorisant pour les équipes qui derrière, en fait, au lieu de juste voir une note moyenne qui est pas aussi bien qu'espéré, comprennent pourquoi, peuvent agir dessus, peuvent dire aussi à leur management, en fait on a trouvé le problème, on a résolu le problème, et derrière tout le monde est content, quoi. Donc c'est vraiment win-win, ouais. Bah, j'espère qu'en vrai on a réussi à synthétiser cette séquence d'une semaine de brainstorming et de conversation avec toi, mais franchement merci beaucoup, merci d'avoir pris du temps, et merci à vous. Et c'était super intéressant de parler avec des professionnels du secteur comme toi, donc on espère que cet épisode vous a plu, et en tout cas merci. Merci à vous. Beaucoup. Merci, à très vite.